Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité pour débuter cette semaine est Amel Laoueche. Bonjour. Bonjour. Député du Parti Socialiste. Est-ce que le groupe du PS la semaine dernière à la Chambre n'a pas un petit peu exagéré ? Ceux qui exagèrent, c'est ceux qui nous ont concocté cet accord de gouvernement, qui attaquent frontalement les droits sociaux, qui repoussent l'âge de la retraite à 67 ans alors que personne ne le demande. Il leur fallait juste un trophée idéologique. C'est ça. L'exagération, c'est l'exagération dans la privation des droits sociaux, dans les reculs sociaux et finalement la dégradation de notre modèle social. Oui, est-ce qu'il n'y a pas eu un peu d'exagération quand même dans le chahut orchestré à la Chambre? Quand on empêche un Premier ministre de prendre la parole, c'est pas tout à fait un signe d'une démocratie mûre. Nous avons souhaité manifester notre réprobation au Premier ministre et à l'ensemble du gouvernement du fait qu'ils ont refusé d'entamer un débat sur la participation à ce gouvernement de deux ministres particulièrement contestés et contestables. Donc c'est Jan Jan Bon et Theo Franken. Jan Jan Bon et Theo Franken, à la fois pour des raisons liées à leurs accointances avec soit des anciens collaborateurs, soit des organisations qui ont collaboré, soit des propos particulièrement malvenus sur la collaboration elle-même. Oui, mais empêcher le Premier ministre de prendre la parole et de prononcer son discours de politique générale, qui est l'acte fondateur d'une législature, est-ce que c'était pas un peu lui manquer de respect quand même? L'heure était grave et il fallait le lui dire, d'autant plus qu'il nous a refusé la possibilité d'un débat, il a refusé de se justifier. Oui, mais vous allez pouvoir interroger tous les ministres, hein, c'est ce qui est prévu dans la réforme de l'État. On va maintenant auditionner chaque ministre dans les 6 semaines qui suivent l'installation du gouvernement. Donc Theo Franken, Jan Jan Bon, vous allez pouvoir les interroger. Mais ce qu'il nous était demandé, c'est de voter la confiance au gouvernement. On ne peut pas voter la confiance à un gouvernement qui contient un ministre et un secrétaire d'État, qui ont plus que des ambiguïtés, qui ont refusé de considérer que la collaboration était un crime, et en plus de cela, on apprend que l'un des deux a tenu des propos ouvertement racistes. Donc on ne pouvait pas voter la confiance à ce gouvernement sans avoir un débat préalable sur la nature, les pensées de ces deux ministres. Donc vous n'auriez pas voté de toute façon la confiance à Amel Laoueche? Oui, mais en même temps, le Parlement a le droit d'avoir un débat qui intéresse l'ensemble des citoyens. Et je pense que la manière dont un certain nombre de ministres agissent, se comportent ou évoquent la collaboration, c'est quelque chose qui, au-delà du Parlement, concerne l'ensemble des citoyens. Ouais, même si les déclarations de Theo Franken appartiennent au passé et que hier, Bart De Wever lui a de nouveau apporté publiquement son soutien. Bart De Wever le couvre, comme Michel, comme le gouvernement Michel dans son ensemble, comme Charles Michel lui-même, couvre malheureusement. Ouais, même s'il y a eu des excuses et qu'on a un peu forcé Theo Franken visiblement à faire des excuses. Mais ça ne suffit pas. À ce moment-là, ça veut dire qu'on peut faire n'importe quoi, s'excuser et n'avoir aucune responsabilité politique. Je m'excuse, quand on est ministre de l'Intérieur ou quand on est secrétaire d'État à l'asile-migration, on a en main des pouvoirs particulièrement importants. On ne peut quand même pas permettre à des personnes comme celle-là, demain, de pouvoir avoir des choix qui concernent le destin de toute une série de personnes, très concrètement. Donc il y a là quelque chose qui ne va pas. En plus de cela, il faut le dire aujourd'hui, malheureusement, l'honneur de la Belgique, au plan international, est entaché du sceau de l'infamie raciste. Est-ce que ça veut dire que quand Francis Delperrey, à la fin de la campagne électorale, avait dit la NVA c'est un parti raciste et qu'il n'avait pas obtenu un soutien franc et massif, il avait raison? Aujourd'hui, en tout cas, les faits démontrent que Theo Franken clairement a tenu des propos racistes et le fait démontrer également... Est-ce que ça fait de la NVA un parti raciste? Mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas, me semble-t-il, avoir un jugement aussi catégorique sur l'ensemble des membres qui composent la NVA. J'ai entendu certains membres de la NVA dire qu'ils n'étaient pas racistes, etc. Les faits sont les suivants. Les faits, c'est que Theo Franken a écrit noir sur blanc un certain nombre de choses qui peuvent être qualifiées de racistes. Ça, ce sont des faits. Qu'est-ce que vous répondez à Eric Sachs, qui est un élu du mouvement réformateur, qui a écrit ce week-end sur sa page Facebook qu'il y avait aussi un racisme anti-belge et qu'on s'en occupait jamais? Ce dont il faut s'occuper sont tous les comportements qui sont inspirés par la haine, quelle que soit la nature de cette haine et quels qu'en soient les destinataires. Quand cette haine touche des Maghrébins, des Africains, tout ce qu'on peut imaginer, ou d'autres personnes, peu importe leurs origines, c'est tout à fait condamnable. Alors si ce monsieur considère qu'il est victime lui-même ou qu'il observe des comportements haineux, je serai le premier à être solidaire avec lui. Alors, on va parler social, si vous voulez bien. Action des cheminots aujourd'hui. Il y a eu des débrayages ce matin, il y a eu un train bloqué dans la matinée. Vous les cautionnez ou pas, ces actions? Deux choses. On doit toujours regretter malheureusement des grèves sauvages qui n'ont pas été préavisées. Parce que moi, je suis très attaché à la concertation sociale et le Parti socialiste... Donc les syndicats n'auraient pas dû couvrir ces actions? Le Parti socialiste est attaché à la concertation sociale, on doit le regretter, le déplorer.
en même temps, c'est ça l'essentiel, on peut comprendre l'angoisse des cheminots. Ouais, on peut aussi comprendre la difficulté des nafteurs, des salariés qui devaient rejoindre leur lieu de travail ce matin, qui n'ont pas pu le faire. Bien évidemment. Donc il faut bien entendu être solidaire des navetteurs. Dans ces navetteurs, ce sont des travailleurs. Et le Parti socialiste, comme vous le savez, est toujours aux côtés des travailleurs. D'un autre côté, il faut pouvoir comprendre aussi la colère des cheminots qui voient leur outil de travail, l'entreprise publique SNCB, menacée par des coupes sombres. On parle de 2,1 milliards d'économies à l'horizon 2019. 663 millions, dit maintenant Jacqueline Galland. Oui, mais Jacqueline Galland, elle utilise la calculette que l'EMR avait utilisée pour chiffrer sa réforme fiscale. Autrement dit, il ne faut peut-être pas lui accorder plus de crédit qu'il n'en faut. Donc c'est pas 663, c'est bien 2,1 milliards. C'est 2,1 milliards en cumulé. Sur l'ensemble de la législature. Sur l'ensemble de la législature, parce qu'en fait, chaque année, il rabote le budget. Mais quand il rabote le budget, la base de calcul, c'est un budget qui, d'année en année, est raboté. C'est là où se trouve l'erreur de calcul de Mme Galland. Est-ce que 2,1 milliards ou 663 millions, quel que ce soit le chiffre qu'on prend, est-ce que ça va réellement peser sur la capacité à la SNCB d'assurer un transport correct ou il y a d'autres solutions? C'est évident. Comment il y a des investissements qui ne pourront pas être faits? C'est clair. Comment voulez-vous imaginer qu'une saignée de 2,1 milliards n'engendre pas un désinvestissement au niveau de la SNCB en termes de sécurité, en termes d'offres de transport, en termes de personnel, en termes de formation de cheminots. Ça, clairement, je crois qu'on ne peut pas tourner autour du pot. C'est vraiment une menace directe sur l'outil SNCB, sur les services publics, qui, comme le disait un syndicaliste, sont aussi un pouvoir d'achat des travailleurs, qui aujourd'hui doit malheureusement être constaté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous craignez que le prix du billet de train augmente? Ils ont déjà commencé, ils vont supprimer le GoPass, et puis à un moment donné, ils n'auront pas le choix. S'ils veulent un petit peu néanmoins éviter l'hémorragie telle qu'ils nous la proposent, ils devront nécessairement faire payer davantage aux navetteurs. Alors vous êtes le spécialiste fiscalité du Parti socialiste, en tout cas comme ça qu'on vous a longtemps présenté. Vous avez pu analyser l'ensemble du budget maintenant, vous avez les chiffres? Oui, on essaye d'avoir les chiffres. On nous a donné un tableau, ou pour ainsi dire, on nous l'a jeté parce qu'on insistait à ce point qu'ils n'ont pas pu faire autrement. Est-ce que ce budget, il est réellement différent de ce qu'on aurait fait si on avait maintenu la coalition précédente? Évidemment, nous, qu'est-ce que l'on disait? On disait, on doit aujourd'hui, fort d'un certain nombre de constats, la concentration du patrimoine dans les mains d'une minorité, des déséquilibres fiscaux entre les revenus du travail et les revenus du capital, et un problème endémique de fraude fiscale, on pouvait aller rechercher des moyens ailleurs. Mais ça, c'était le programme du PS. Il fallait faire une coalition avec d'autres partis. Oui, mais en même temps, dans le cadre d'une coalition, on négocie. Et le PS est connu pour plutôt bien négocier. Comme on l'a fait lors de la précédente législature, où on a été rechercher 7 milliards d'euros sur les revenus du capital. Ici, qu'est-ce qu'ils font? Ici, ils vont rechercher 11 milliards. Sur ces 11 milliards, plus de 8 milliards d'économies. Et dans ces 8 milliards d'économies, on sait d'ores et déjà qu'il y aura 5 milliards sur la sécurité sociale, 2 milliards sur les soins de santé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que contrairement à ce qu'ils ont dit, ça n'est pas un budget, un gouvernement en faveur des travailleurs des classes moyennes. Non, c'est tout le contraire. C'est un budget qui se fait sur le dos des travailleurs des classes moyennes. Ouais. Est-ce qu'il y a une amnistie fiscale cachée dans ce budget? Alors ça, c'est clairement la chose la plus incroyable qu'il m'ait été donné de constater et de voir depuis que je fais de la politique. Vous n'exagérez pas un petit peu là? Je n'exagère vraiment pas. On a aujourd'hui un gouvernement qui s'apprête à organiser lui-même la fraude. C'est tout à fait inédit. Ça veut dire quoi? Vous y allez fort, Ahmed Lawel. Non, je vais vous l'expliquer. Ils disent quoi? Ils disent sociétés qui avaient des bénéfices occultes, qui avaient planqué de l'argent à l'étranger, qui avaient versé des commissions déguisées, etc. Si spontanément, entre guillemets, ils le mettent entre guillemets, si spontanément, parce que vous sentez un petit peu le vent tourner, vous régularisez, eh bien vous payerez votre impôt sans aucune sanction. Si ça, ce n'est pas une incitation à la fraude, si ça, ce n'est pas la logique du pas vu, pas pris, il faut qu'on m'explique ce que c'est. C'est particulièrement grave. Alors ça n'apparaît pas dans l'accord de gouvernement, parce qu'ils ne sont pas fous à ce point, mais par contre, ils sont sournois et ils ont prévu cela dans une notification budgétaire qui est annexée au budget. C'est particulièrement grave, que nous avons et que nous avons rendu public. Ouais, avant, il y avait une punition de 300%, de 305%, si je ne me trompe pas. C'était pas un peu excessif? C'était un système dissuasif. Pourquoi? Il est extrêmement difficile de lutter contre la fraude fiscale en temps réel. Les vérifications se font toujours après, il est parfois trop tard. Les gens ont même organisé parfois leur insolvabilité. Je parle des grands fraudeurs, je ne parle pas des petites entreprises, je parle des grands fraudeurs. Et donc cette cotisation disait quoi? Attention,
Si vous versez des commissions occultes, des salaires occultes, on peut vous imposer une cotisation de 300%, mais qui sera déductible l'année suivante. Donc au total, vous récupérez un tiers. C'est un dispositif dissuasif. Ce dispositif dissuasif, malheureusement aujourd'hui, va être complètement vidé de sa substance. C'est ce que prévoit l'accord de gouvernement et la fameuse notification dont je vous parlais. Merci Ahmed Laoueche d'avoir été l'invité de l'interview. Prochain journal, 18h, 18h20, les sports, cette semaine présenté par Alexis Maton, et 18h30, ce sera Pierre Baudot pour le magazine 1, 2, 3, 4.